Qui est le directeur de la BNDMR et qui a accepté notre invitation au pied levé, donc j'en remercie vivement, et qui va nous parler notamment de l'accès aux données BNDMR. Donc un grand merci, monsieur Sandrin. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter ces quelques diapos sur la BNDMR. Et je vais essayer de ne pas être trop long afin de favoriser un temps d'échange s'il y a lieu après ces diapos. D'abord, je vous propose de rappeler le projet BNDMR dans ses grandes largeurs, je dirais. J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous sont familiers avec la notion de BAMARA, BNDMR, CEMARA, le dossier patient informatisé, mais tout ça n'est pas forcément toujours très clair. Alors, de quoi s'agit-il? La BNDMR, donc, c'est l'objectif à la fin. C'est un entrepôt de données de santé national. Comment est-il abondé? Par des logiciels de soins, qu'on appelle des logiciels de soins. Donc, soit ça va être le dossier patient informatisé. Concrètement, le dossier patient informatisé, c'est Orbis à la PHP, Colemara ou Easily à Lyon, Sillage à Lille, Axigate à Marseille, etc. C'est ça qu'on entend derrière l'acronyme dossier patient informatisé. Donc, ça se décline. En fait, c'est des logiciels différents selon les hôpitaux. Et donc, dans certains hôpitaux, la collecte du set de données minimum maladie rare, qui consiste donc à dire qui est le patient, quel est son diagnostic, quel site maladie rare l'a pris en charge, quand est-ce que le patient est vu, quels sont ses signes phénotypiques, un certain nombre d'éléments. Voilà, ce set de données minimum, soit il est collecté directement dans les DPI, soit il va être collecté via une application qui est disponible sur Internet qui s'appelle BAMARA. De toute façon, toutes les données convergent dans BAMARA. Si par exemple vous êtes à Lyon, vous saisissez dans Colemara et les données sont intégrées dans BAMARA, c'est-à-dire que tous les soirs, il y a un envoi de données et les données ensuite sont disponibles sur BAMARA. Sur BAMARA, on a donc des données qui restent cloisonnées, équipe de soins par équipe de soins, exactement comme dans vos DPI, et qui ne permettent pas de faire de la recherche. C'est quand elles basculent dans l'entrepôt BNDMR, après qu'on ait retiré le nom et le prénom, que ces données deviennent accessibles selon des modalités, bien sûr, qui sont assez strictes, qui sont définies juste après. Pour vous dire où on en est un peu de qui utilise quoi, vous avez le graphique en bas qui est un peu petit pour être lu, mais retenez que les barres violettes, c'est grosso modo le volume de données saisies directement sur BAMARA, et les barres bleues, le volume de données saisies via le DPI. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a il y a beaucoup plus de barres bleues qu'avant. Ça a doublé, triplé en quelques mois. Donc, on a vraiment une accélération de cette collecte de données via Orbis, Easily, Sillage, etc. Mais on a encore un peu de chemin à faire et dans le même temps, BAMARA reste toujours beaucoup utilisé. Alors, un enjeu que je mentionne littéralement au passage, mais qui j'espère pourra vous intéresser, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, je parlais des items du set de données minimum maladie rare. En fait, pour ceux d'entre vous qui êtes prescripteurs, que ce soit sur Sequoia, là vous avez une capture d'écran à droite du logiciel Spice, qui est le logiciel de prescription sur Sequoia, mais ceux qui prescrivent sur iGen, qui est l'équivalent pour le laboratoire de biologie moléculaire Oragen, vous pouvez certainement faire le même constat, qui est qu'il y a une très forte double saisie en réalité. Dans les deux cas, on demande le nom, le prénom du patient, on demande le code Orphanet pour lequel il y a une présomption, même si bien sûr, quand on va sur les laboratoires de biologie moléculaire, on n'a pas encore la confirmation diagnostique, mais on a au moins une indication, les signes HPO et un certain nombre d'éléments. Donc il y a une totale ressaisie aujourd'hui, qui fait perdre beaucoup de temps et qui est problématique. Donc, on a un groupe de travail avec le pilotage du plan France Médecine Génomique, la BNDMR et les informaticiens de Sequoia et d'Oragen. Et en juin prochain, nous serons à même de vous proposer dans BAMARA un bouton qui dira « Je souhaite lancer une prescription pour ce patient ». Et quand vous ferez ça, vous basculerez directement. Si vous êtes au CHU de Rennes, vous basculerez sur Sequoia. Si vous êtes au CHU de Toulouse, vous basculerez sur Oragen avec la prescription déjà renseignée.
Ça, c'est pour juin prochain. Et ensuite, en décembre prochain, on va chercher à faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que Oragen et Sequoia vont structurer une sorte de set de données minimum de leur compte-rendu de biologie moléculaire. Vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tout à fait les mêmes données, c'est pas tout à fait les mêmes référentiels utilisés sur Sequoia et sur Oragen. Donc là, on est en train d'harmoniser tout ça. Et c'est ce qu'on a appelé à un moment donné le cartouche génomique, qui a été adressé à toutes les filières pour consultation. Donc certains d'entre vous l'ont certainement vu passer. Donc ça continue, ce document l'encre n'est pas tout à fait sèche. À la fin de l'année, on bloque vraiment le document. Et une fois qu'on s'est donc tous mis d'accord sur ce qui a vocation à être ce set de données, on l'implémente tous les trois. Et donc on aura une possibilité de remonter les données, là aussi, sans double saisie. C'est un enjeu, je pense, d'interopérabilité important. J'en reviens à la BNDMR. Et puisque vous m'avez sollicité pour un topo sur les finalités et sur l'accès aux données de la BNDMR, je rappelle quelles sont les finalités. Sur ce graphique, ce qui est important, c'est les deux barres rouges, la stricte séparation entre les données médico-administratives et le reste des données. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette stricte séparation? Elle veut dire que quand vous renseignez Bamara, un certain nombre d'entre vous se disent, bon, de toute façon, le but principal, c'est de renseigner Pyramide, c'est de suivre un peu les activités dans les sites, voilà. Donc ça, et c'est assez vrai que les activités maladies rares sont utilisées notamment à cette fin. Par contre, déjà d'une part, elles ne sont pas utilisées que à cette fin, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans les données que vous rentrez qu'on sait que vous avez pris en charge le patient, c'est pas parce que le patient vient à un équerre qu'il va forcément consulter au centre de référence, et on voit bien, on a un certain nombre de questions scientifiques qui se posent où, en termes de parcours de soins, on veut voir à quel point les patients sont pris en charge dans les centres experts, dans vos centres. Donc ça, c'est une donnée qui malgré tout est importante en santé publique, au-delà de l'aspect médico-administratif, mais surtout, tous les autres champs, et notamment le bloc diagnostic avec le code Orphanet, le code HPO, tout ça n'a strictement aucun impact sur le plan médico-administratif. Quand vous renseignez votre code Orphanet, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça ne vous rapportera pas plus de points Pyramide ou pas moins de points. Et c'est quelque chose auquel on est très attaché avec la DGES, avec toutes les personnes qui pilotent le projet BNDMR, c'est justement cette stricte séparation pour ne pas introduire un biais médico-administratif dans les données et notamment dans les données de diagnostic. Donc, vous êtes tranquille dans le diagnostic. Vous pouvez mettre il n'y a pas d'enjeu à mettre un diagnostic plutôt qu'un autre. On sait que dans le PMSI, pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir parfois ces biais-là. Donc, nous ne les avons pas dans la BNDMR. Donc, à quoi ça sert? Utiliser le diagnostic pour repérer les patients qui ont un diagnostic précis. Il y a des recueils complémentaires pour certaines filières, Philnomus, Filslan, Fimarad, Memo. Il y a le cartouche génomique, c'est ce résultat que j'évoquais tout à l'heure, et il y a la prise en charge, et il y a les données administratives qui sont utilisées en fait à la seule fin de permettre le chaînage avec d'autres bases de données. Et ça, c'est un enjeu important. Alors d'abord, si vous voulez accéder aux données de la BNDMR, sur notre site internet, vous avez un petit onglet « Exploiter ». Exploiter les données de mon site, ça c'est assez facile. Ensuite, si vous voulez exploiter au niveau national, il y a une procédure de demande qui est décrite ici. Il y a une charte aussi, vous voyez dans le petit menu, qui décrit vraiment les règles, les modalités d'accès. Grosso modo, derrière cette cinétique qui peut paraître un petit peu compliquée, vous pouvez retenir à droite qu'il y a une adresse mail, analyse.bndmr@apphp.fr. Là, concrètement, il y a un certain nombre de personnes, dont moi, qui sont derrière cette liste de diffusion. Donc, vous avez vraiment un point de contact assez direct, je dirais. Donc, il suffit d'envoyer votre formulaire et puis ensuite, le processus suit son cours. Et le processus, c'est notamment vérifier si l'étude est faisable. Parfois, certains d'entre vous nous sollicitent, mais en réalité, ce sont des données que nous n'avons pas. Donc, on vérifie la faisabilité. Ensuite, on sollicite le comité scientifique de la BNDMR s'il y a lieu. Je précise que si vous êtes un médecin d'un centre expert, vous pouvez de manière beaucoup plus rapide accéder à ces données. Il n'y a pas besoin systématiquement de passer par le comité scientifique de la BNDMR. Par contre, si c'est une étude pour arriver à une publication, le comité scientifique statue, il prend l'avis d'un médecin expert parmi vous, l'animateur de la filière est informé, et puis ensuite, le dossier est validé ou non dans ce comité scientifique. Je précise qu'on est toujours dans la logique d'être à la fois surtout pas une passoire, puisqu'on sait très bien que ces données sont sensibles, qu'elles ont leur importance, qu'elles ne se collectent pas facilement, qu'elles sont précieuses, et donc qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse y accéder. Et d'un autre côté, de ne surtout pas être une forteresse
puisqu'on sait aussi que des bases de données qui ne sont pas exploitées, ça sert à rien. Donc, évidemment, le but du jeu, c'est de trouver le compromis entre les deux. Ici, il y a aussi un petit focus que je voulais faire. Ça revient à ce que je vous évoquais tout à l'heure, que les traits d'identité, les éléments d'identité sont importants, notamment pour le chaînage. Alors, de quoi s'agit-il? Là, si vous regardez le petit schéma qui est en dessous, pardon un peu du côté technico-technique de la chose, en informatique, c'est un peu par des schémas comme ça qu'on représente les bases de données. Mais ce qui est important pour vous, c'est de regarder à droite, vous avez les petites tables qui contiennent donc différents types de données de l'assurance maladie. L'assurance maladie a une vision très exhaustive du parcours de soins. Par exemple, si le patient va acheter son médicament, enfin, il va le récupérer et être remboursé à la pharmacie, je sais qu'il l'a fait dans les données de l'assurance maladie. Bien sûr, ça ne me dit pas s'il a consommé son médicament, ça ne me dit pas s'il va mieux. Par contre, je sais s'il y va. Et je sais, et s'il y va souvent, je peux avoir une petite indication tout de même sur son observance. Réciproquement, on a ici toutes les prises en charge en ville comme à l'hôpital. Par contre, ces données sont pauvres sur le plan diagnostique. Fondamentalement, dans les données de l'assurance maladie, quand on les regarde toutes seules, on ne sait pas très bien qui a quoi. On peut le déduire, dans certains cas c'est évident. Par exemple, s'il y a un médicament extrêmement caractéristique, consommé uniquement par des patients ayant une pathologie donnée, comme on sait qu'il est consommé, on peut retrouver ces patients. Mais dans un grand nombre de maladies rares, il est absolument impossible aujourd'hui de profiter des données de l'assurance maladie. Je dis bien profiter puisque ça ouvre des perspectives intéressantes en santé publique, sur les parcours de soins, regarder si les parcours sont conformes à ce qui est la volonté affirmée dans le PNDS, décrire ces parcours, éventuellement faire une étude médico-économique qui peut être sponsorisée par un laboratoire. Là, on a le cas dans certaines filières d'une rencontre d'intérêt entre un laboratoire qui souhaite une étude médico-économique, une filière qui s'intéresse à repérer finement le parcours de soins de ses patients. Et dans ce cas, on fait une étude où le laboratoire paye. Ça peut être un financement important pour la filière. Pour autant, le laboratoire n'a pas son mot à dire sur le plan scientifique. La filière garde toute son indépendance, d'où la rencontre de l'intérêt, puisqu'on produit une connaissance que le laboratoire attend et que les médecins trouvent également pertinente. Donc l'intérêt, c'est ce chaînage entre ces petits tableaux roses à droite et les tableaux bleus, enfin les petites cellules bleues à gauche, qui sont celles qui sont les données de la BNDMR. Dans les données de la BNDMR, vous avez en gros une petite table qui permet le chaînage avec INS chiffré, pardon du terme, en gros c'est le numéro de sécurité sociale, mais crypté, mais c'est le numéro de sécurité sociale, donc on peut se chaîner là-dessus. Et nous, du coup, par la BNDMR, on apporte les prises en charge, comme j'évoquais, les prises en charge sur vos sites, qui ne sont pas connus de l'assurance maladie, et surtout on apporte le diagnostic, qui permet, pour une cohorte de 10 patients, de faire une étude sur ces 10 patients dans les données de l'assurance maladie. On a plusieurs études en cours de ce type. La première qui s'appelle Dromos, c'est en gros une étude très transverse BNDMR chaînée à l'assurance maladie pour regarder les parcours de soins de tous les patients atteints de maladies rares, ou du moins de ceux qui ont une cohorte significative dans la BNDMR. Deuxième étude qui est en cours, c'est sur la dysplasie fibreuse ossifiante. Là, c'est un laboratoire qui participe à l'étude, qui participe financièrement à l'étude du moins. Troisième étude, c'est une comparaison entre les parcours de soins des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne et de Becker, puisque le laboratoire Pfizer a une thérapie génique qui peut faire basculer les patients d'un phénotype dans l'autre, et donc on souhaite comparer au préalable les parcours de soins dans ces deux phénotypes. Enfants présentant des variations de développement génital, là c'est une demande de l'Assemblée nationale qui, dans la loi de bioéthique, a réclamé un rapport pour savoir si les enfants qui naissent avec une variation du développement génital et qui sont opérés à un âge jeune ont bien bénéficié d'une prise en charge par un centre expert avant cette intervention chirurgicale. Et la troisième, c'est une étude qui vise à repérer dans les données de l'assurance maladie les patients atteints de maladies auto-inflammatoires systémiques et de se servir de la BNR pour vérifier si cet algorithme qui doit fonctionner tout seul sur les données de l'assurance maladie, s'il arrive bien à repérer les bons patients. Vous avez compris, je cite ces exemples en espérant que peut-être dans certaines des pathologies rares du foie, il y a ce type de débouché, d'intérêt, et pour vous expliciter la véritable faisabilité de ces études. Le dernier point, c'est par rapport justement aux sollicitations de laboratoires. Là aussi, de laboratoires pharmaceutiques. Là aussi, c'est très hétérogène d'une filière et d'une maladie à l'autre, l'appétence des laboratoires. Par contre, ça peut être un vrai gain, y compris financier,
pour les filières et financer du coup d'autres projets d'études. Voilà. Donc nous, on a une approche par rapport au laboratoire qui est toujours au service des cliniciens. Donc ce que l'on répond dès qu'un laboratoire nous sollicite, c'est exactement ce que vous avez à l'écran. Je vais défiler rapidement les 3 slides. On explique qu'effectivement, il y a des études qui peuvent être faites seulement sur la BNDMR, d'autres sur la BNDMR chaînée à l'assurance maladie. SNDS, pardon, hein, c'est l'acronyme des données de l'assurance maladie. On explique quelles sont les données, quels sont les critères d'inclusion. On explique qu'attention, ne garantit pas l'exhaustivité, que toutefois du data management peut être prévu. Dans certaines études, c'est le cas. Et enfin, c'est le cas dans toutes les études, mais dans certaines études, l'étude consiste aussi à financer du temps pour bonifier les données. Et enfin, les étapes, on les invite dans la toute première étape, c'est de vous solliciter, vous. Hein, nous, on ne discute pas avec un laboratoire d'une pathologie qui vous concerne, c'est vous en premier. Et puis, si vous vous dites, bon, bah, écoutez, nous, ça nous intéresse de faire l'étude, on peut dans ce cas faire les tâches qui s'en suivent pour mettre en place un contrat, un protocole d'étude et dérouler. Voilà, merci de votre attention. J'ai voulu ce topo le plus rapide possible pour aussi ménager du temps si vous avez des questions et je suis bien sûr à votre disposition. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir des questions. Tout à fait. Moi, simplement, j'ai vu en récupérer les données, il y avait les données du centre en question, enfin, c'est ses propres données. Là, c'est difficile ou c'est très très facilement réalisable? Non, alors là, c'est très facilement réalisable directement en fait sur Bamara. Vous pouvez les extraire sous la forme d'un fichier Excel. Donc, il y a un bouton extraire mes données. Et là, vous avez plusieurs onglets. Un onglet prise en charge, un onglet diagnostic, voilà, et une ligne par patient ou une ligne par diagnostic s'il y a plusieurs diagnostics pour un même patient. Voilà. Et en général, ces fichiers sont plutôt faciles à utiliser. Bon, c'est de l'Excel. D'accord. Donc, chaque centre peut facilement faire ça parce que je pense que ça, c'est bien effectivement de voir au niveau de chaque centre ce qu'on a réellement rentré dans Bamara et d'ainsi d'avoir un retour qui va nous stimuler sans doute. Christophe, oui, moi j'ai une question. Alors merci pour cet exposé. Moi j'ai une question sur la double saisie et la problématique la multiplication des entrepôts de données, etc. Actuellement, par rapport à la BNDMR, pour beaucoup de centres, le minimal dataset n'a pas une granularité qui permet de faire de la recherche biomédicale pour nous. Or, nous, on a des missions de recherche sur ces maladies qui fait que parallèlement, on est obligé de développer des bases de données de cohortes ou des entrepôts de données et qui donc impliquent qu'on ait forcément une double saisie à un moment donné. Donc, j'aimerais savoir si à un moment donné, la BNDMR a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que c'est très bien, et la première étape est faite, c'est-à-dire d'identifier les maladies rares à l'échelle du paysage français. Mais est-ce que, à terme, on pourrait avoir une granularité, un phénotypage, et faire en sorte que les centres de référence puissent s'appuyer sur la BNDMR pour utiliser cet outil réellement avec des données phénotypiques qui leur permettront de faire de l'étude de cohortes longitudinales, de faire de la recherche sur ces maladies. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup. Et effectivement, c'est une question qu'on se pose, je dirais, quotidiennement. Alors, il y a une chose. Déjà, il y a certaines études que, évidemment, vous ne pouvez pas faire du tout sur Bamara aujourd'hui. Si vous voulez suivre une valeur biologique du foie sur un patient, bon, c'est pas possible. Via Bamara, ça c'est très clair. Il y a d'autres domaines scientifiques qui, eux, je les ai exposés, peuvent être creusés sur l'épidémiologie et la santé publique. Sur l'épidémiologie, de manière limitée, puisqu'effectivement, il y a certains aspects d'histoire naturelle de la maladie qui ne peuvent pas être faits. Par contre, déjà, des études d'incidence, de prévalence, et puis, encore une fois, des études de santé publique sur les données de la science maladie sont faisables. Donc déjà, il y a malgré tout ce champ-là qui est intéressant. Ensuite,
sur les entrepôts de données de santé et sur les cohortes. Alors, la raison pour laquelle dans Bamara, on ne fait pas de cohorte dédiée sur une maladie, ou plus exactement, la raison pour laquelle on ne sait pas vraiment le faire, c'est vrai que l'équipe, pour l'instant, est dimensionnée vraiment pour ce projet national sur les 2200 sites, qui couvrent des maladies, évidemment, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, pour l'instant, vous parliez de moyens de ces ambitions. Pour l'instant, c'est clair, hein, vous avez tout à fait raison de le formuler comme ça. Là, on laisse cette ambition de faire une cohorte dédiée sur une maladie à d'autres qui vont se focaliser vraiment sur une maladie. Nous, le but, c'est de desservir les 2000 et quelques. Par contre, c'est plutôt l'interopérabilité pour l'instant de notre stratégie. Alors, par exemple, à la PHP, et j'espère à Rennes bientôt également, mais par exemple, à la PHP, il y a un entrepôt de données de santé, et les données saisies sur Bamara, les données que pour les patients ayant une prise en charge à la PHP, bien sûr, pour ces données-là, qui sont des données de la PHP, elles seront intégrées dans l'entrepôt de données de santé dans le courant de l'année 2022. Ce qui veut dire, à minima, qu'il n'y aura pas besoin de les ressaisir et qu'elles pourront être utilisées pour repérer plus facilement des patients et favoriser ensuite des traitements un peu automatiques des données de l'entrepôt de données de santé pour ces patients-là. Mais j'entends bien qu'on n'est pas encore au Graal que vous évoquez. Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution à court terme de quelque chose de beaucoup plus... Mais est-ce que ce Graal est inscrit dans la charte du projet global de la BNDMR? C'est-à-dire que je comprends, hein, évidemment, on ne peut pas développer des cohortes sur 2000 maladies, mais est-ce que à terme, vous comprenez que il serait utile qu'on ait un outil commun, quoi, et qu'on arrête les problèmes de multiples bases indépendantes, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une vision à ce niveau-là, quand même? Là-dessus, je ne peux. Enfin, il y a vraiment deux visions un peu différentes. Il y a une vision qui est plutôt je dirais la vôtre, qui est concentrons tout dans un même outil. Et tant qu'à faire, il y a Bamara qui est un peu partout, alors faisons les choses dans Bamara. Et il y a une autre vision qui est non, faisons différents outils et puis rendons-les interopérables, notamment assurons-nous qu'il y a un set de données commun et puis qu'il y a un certain nombre de techniques qui permettent de se transférer des données d'un bout à l'autre. Bon, ces deux stratégies, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, et pour l'instant, on est plutôt sur la deuxième. Mais vous savez que le plan Maladie rare 3 arrive à son terme. Certainement que, enfin, espérons-le, un plan 4 verra le jour dans la foulée. Quelles seront les actions dans ce plan 4 et est-ce que la conclusion que vous tirez là sera mise en avant dans les discussions du plan 4 et conduira à faire une action là-dessus pour aller tout à fait dans votre sens? Ça, je ne sais pas le dire. À titre personnel, je trouve que ça s'envisage sérieusement. Mais c'est des discussions avec les différents ministères. Vous savez qu'il y a différents projets pour faire des cohortes. Il y a France Cohorte, il y a Radico, il y a les entrepôts de données de santé, effectivement. Donc tout ça est un sujet malheureusement complexe. Merci. D'autres questions de la salle ou qui arrivent? L'autre question concernant bien sûr les bases de données, mais qui dépasse sans doute Bamara, c'est bien sûr les relations avec l'Europe et notamment avec les ERN. Donc là, on sait qu'il y a quand même des difficultés réglementaires importantes. On ne sait en général pas trop par quel bout prendre le problème et avec des lenteurs. Là, vous avez des conseils à nous donner ou... Alors là, j'en ai peut-être. Enfin, il y a un cas que je trouve intéressant avec le RN Ithaca, dont vous savez Alain Verleus à Robert Debré est le coordonnateur. Donc lui, dans le registre de son ERN, qui s'appelle Iliad, mais ce registre-là, il y a eu un développement de fait dedans qui est assez simple, qui dit vous pouvez me donner un fichier Excel avec beaucoup de données et déjà je les intègre. Et ils ont fourni à Alain un petit outil qui justement lui permet d'exporter son fichier Excel de Bamara, la petite moulinette qui est en local chez lui, il n'y a aucun transfert à l'étranger, mais cette petite moulinette, elle transforme le français en anglais et elle supprime le nom, le prénom.
et elle met les données dans les bonnes colonnes qui est attendues par le registre à la fin, et ensuite le fichier, il n'y a qu'à le déposer, et puis les données sont intégrées. De sorte que si vous voyez un site qui voit par exemple 300 patients par an, peut intégrer ces 300 patients dans le registre en 3 ou 4 clics, ce qui malgré tout est là aussi toujours du temps qui vous est pris en trop, mais enfin au moins ça évite d'avoir à faire une ressaisie. Et ça ne permet pas de renseigner des données plus fines que le SDM, mais c'est toujours ça. Déjà, si tous les pays européens faisaient ça, il y aurait certainement un gain pour la visibilité de où sont les patients. Est-ce que cette chose-là, aujourd'hui, elle est pleinement opérationnelle? Informatiquement, oui. Par contre, réglementairement, il y a la dernière étape qui est d'obtenir l'autorisation de ce transfert de données, sachant que certains patients qui n'ont pas été vus depuis longtemps n'ont pas forcément eu toute l'information qu'il existait un ERN, et donc il faut obtenir une dérogation à l'information, ou alors ces données ne pourront pas être migrées. Enfin, il y a une dernière étape réglementaire de cette nature à faire. Mais toutefois, sur le plan technique, ça marche pour le coup complètement. N'hésitez pas à vous tourner directement vers lui, vers Alain Verleuse, donc à Robert Lebré, qui peut vous le confirmer. Et je pense que ça peut être une piste intéressante selon l'évolution et le niveau de maturité du registre de votre ERN. Et si au moins pour ces données du Common Data Element, vous voyez un intérêt à ce qu'elles soient immédiatement transférées pour votre. D'accord. Oui, Emmanuel. Attends, Pour préciser cette réponse, cet échange entre le fichier local d'Alain Verlos et son ERN, ça concerne des registres de l'ERN sur des bases Castor ou des choses comme ça, telles que le font les ERN, ou ça concerne juste, ce qui serait déjà pas mal, l'espèce de compte-rendu d'activité qu'on doit faire de manière semestrielle, indiquant le nombre de nouveaux patients, les diagnostics, etc. Parce que vous savez que tous les 6 mois, l'ERN nous demande de fournir ce genre d'informations. Donc Non, c'est bien le premier cas. C'est bien le registre, parce que dans le registre, dans Ithaka, ils ont voulu faire un registre qui est vraiment commun à tout l'ERN. Et là, ce dont je parle, c'est justement pour abonder ça. Après, ce registre a, si vous voulez, des sortes de pétales, des sortes de petits compléments pour 3 ou 4 maladies, groupes de maladies différentes, de la déficience intellectuelle et des anomalies de développement. Mais là, ce dont je parle, c'est bien pour abonder les données patient par patient, communes. Par ailleurs, vous faites bien de mentionner que par ailleurs, il y a ces statistiques d'activité qui vous sont demandées, et nous, c'est assez régulier qu'on soit sollicité par divers sites qui veulent justement qu'on leur fournisse ces chiffres-là, ce qu'on peut faire aussi, mais l'enjeu, il est plus pour vraiment pouvoir charger facilement un grand nombre de patients. Juste, je reviens encore sur ce point-là, parce que c'est un peu ce que Christophe demandait tout à l'heure. Donc, ce que vous dites, c'est que Alain Verlos a adapté son registre ERN afin que Bamara puisse transférer ses données vers ce registre, les données principales administratives, c'est ça? C'est Alain Verlos qui a développé ce lien. C'est-à-dire, c'était un des prérequis de son registre de RN, c'est qu'il avait demandé, en l'occurrence, c'est Mogenis, c'est l'université de Groningen qui fait ces développements-là, et il a dit, mais c'est d'ailleurs pas que pour Bamara, mais il a dit, bon, il faut qu'on ait un truc qui permette d'importer un fichier Excel, et ça servira à plein de registres nationaux, et une fois qu'eux ont développé ça, si vous voulez, après, c'est assez facile de convertir un Excel en un Excel. Donc ensuite, c'est juste une petite moulinette qui prend le Excel français et puis traduit en anglais. Mais ça, la traduction en anglais, elle est assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items différents, et puis que les grandes terminologies, Orphanet et HPO, elles sont disponibles en plusieurs langues, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et je précise que d'autres ERN, à ma connaissance, sont sur le même chemin, ou en tout cas ont la même volonté d'avoir cette possibilité de dire, bon, plutôt que de voir, vous êtes dans votre dossier patient informatisé, ensuite vous devez aller sur Bamara, puis vous devez aller sur votre cohorte locale, et en plus vous devez aller sur le registre ERN. J'ai cru comprendre qu'il y a un certain nombre de registres qui effectivement disent, le plus simple, c'est qu'une fois tous les 6 mois ou une fois par an, vous nous envoyez un fichier Excel qu'on intègre avec un certain nombre de patients répertoriés dedans. Et donc, c'est une approche qui est assez pragmatique et qui est assez Bamara compatible, je dirais, puisqu'il ne reste plus qu'à faire la traduction de français en anglais, ce qui est pas difficile. Oui, bonjour. J'aurais une question concernant la protection des données,
parce que bon, c'est important d'avoir une une transmission fluide des données, mais où se passe la protection des données patients et tout en sachant aussi qu'au sein des IRN, il y a différents États avec différents types de protection par État. Donc, c'est assez complexe la question. Merci. Absolument. Alors cette question, moi, j'en suis pas expert puisque c'est du droit européen que je maîtrise pas forcément très bien. Par contre, dans le cas que je viens de décrire, si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a faire un transfert de données d'une application vers une autre sans que le moindre humain intervienne. Et là, ça pose énormément de questions de sécurité, etc. Et puis il y a, un médecin a tout à fait le droit de recopier les données. Malheureusement, il est même obligé de le faire beaucoup trop souvent. Donc là, ça revient à ça. C'est-à-dire, je me connecte sur Bambara, je télécharge mon fichier, puis je le upload dans un autre truc où je me suis aussi authentifié. Donc, si vous voulez, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, il y a le problème, effectivement, il faut que les patients soient informés. Et c'est là où vous avez deux solutions. Soit, tant pis, vous dites, je ne chargerai pas dans le RN les patients que j'ai pas vus depuis longtemps, et il n'y a que les patients que j'ai vus depuis récemment à qui j'ai donné l'information que leurs données allaient aller dans le RN, et donc qui ont la possibilité de s'opposer. Il n'y a que ceux-là pour lesquels je vais transférer leurs données, ou renseigner leurs données une par une. Soit vous pouvez demander, ça existe dans le RGPD, une dérogation à l'information patient. Et cette dérogation, elle peut se faire à deux motifs. Soit parce que si on vous la donne pas, ça sera trop coûteux de réinformer tout le monde, donc les données seront perdues, et ça serait une perte scientifique vraiment importante. Et la deuxième raison qui est importante aussi, c'est que les patients peut-être ont déjà un bout d'information, à défaut d'avoir toute l'information. En d'autres termes, et là c'est le cas, les patients, ils ont déjà l'information Bambara, l'information BNDMR, ils savent pas qu'il existe un ERN, mais ils ont déjà eu l'occasion, je dirais, s'ils ne veulent pas que leurs données soient exploitées en recherche, ils ont déjà eu l'occasion de le dire. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que la CNIL tranchera en disant, ok, on considère qu'il y a déjà eu pas mal d'informations de données, ça serait impossible de réinformer tout le monde sur l'ERN, ça serait une perte importante que ces données n'aillent pas à l'Europe, donc on donne l'autorisation. Soit la CNIL dira, non, et vous mettez que vos nouveaux patients que vous avez dûment informés de l'existence du registre de RN. Mais ces choses-là, vous voyez, alors que je suis loin d'être un expert et ce que je dis n'est pas très précis, vous voyez déjà le niveau de détail et de technicité auquel on arrive. Donc malheureusement, ça, c'est des sujets vraiment pour des experts de protection des données qui pourront dire toute l'étendue de ce qui est possible. Voilà. Au pire, ça sera que du prospectif. Au mieux, ça pourrait être aussi du rétrospectif. Bien, écoutez, merci beaucoup et je pense qu'on n'hésitera pas à vous solliciter si on a des questions précises. En tout cas, au nom de Fil-Foi, je vous remercie vivement. Un très grand merci. C'est moi qui vous remercie. Donc,